La Grèce, patrie des héros de l'Antiquité, devient au tournant du XIXe siècle la terre promise des romantiques. Elle exerce une fascination pour ces hommes, passionnés par ses ruines et ses récits mythologiques, qui accourent de toute l'Europe dans le but de fouler son sol sacré. À leurs yeux, depuis l'Antiquité et l'avènement de la démocratie, toutes les plus grandes vertus humaines ont pris naissance sur cette terre sèche et pure. George Gordon Byron est sans doute l'enfant le plus terrible du romantisme, son chantre le plus flamboyant aussi. Les frasques de ce lord débauché, scandaleux, défraient la chronique de l'époque. Ce mauvais génie de l'aristocratie britannique a été de son vivant adulé comme une rockstar. C'est un dandy, c'est un homme qui place la liberté individuelle au-dessus de tout. C'est un homme auquel la mort ne fait pas peur. Il a une conception qu'il vaut mieux vivre une vie courte et glorieuse plutôt qu'une vie longue et obscure. Lors de son voyage en Grèce, âgé d'à peine 21 ans, il rédige les pages de son œuvre majeure, celle qui va le rendre célèbre à travers le monde. Le pèlerinage de Childe Harold. Ce monument poétique retrace sous une forme romancée le voyage de Byron. Depuis sa plus tendre enfance, il rêvait de faire partie de cette catégorie d'hommes, réputés supérieurs, qu'étaient à ses yeux les héros de l'Antiquité grecque. En prenant part à la lutte pour la libération de ce peuple, asservi par les Turcs depuis 4 siècles, il accomplit sa destinée romantique. Ce faisant, il inscrit son épopée dans la légende grecque, à la suite des héros antiques. En cet automne 1809, venant d'Albanie, après une chevauchée fantastique à travers la Grèce, accompagné de son escorte, Byron parvient à Delphes. Delphes, avec ses vestiges de grandeur, est le sanctuaire où chaque cité libre de la Grèce antique venait faire les offrandes les plus prestigieuses afin de connaître les présages de la Pythie, cette femme mythique de l'Antiquité dont la transe permettait de communiquer avec les dieux. Nous sommes ici, dans un des centres symboliques du monde grec. Si ces Grecs venaient des 4 coins de la Méditerranée ici, c'était pour rendre un culte à l'Apollon de Delphes, qui était réputé être le meilleur, le plus fiable des oracles de l'Antiquité, un lieu où le dieu lui-même, par la bouche de la Pythie, faisait connaître aux hommes ce qui était bon pour eux. Lorsque Byron arrive à Delphes, c'est une déception. Ce qu'il aurait rêvé de voir, c'est de l'architecture, de la sculpture, des monuments prestigieux, monuments qu'il connaissait par ses lectures. Et quand il vient à Delphes, Byron ne voit rien ou presque rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nous pouvons nous voir aujourd'hui, les vestiges d'un des plus grands sanctuaires de l'Antiquité, tout cela était sous terre, sous un village, un petit village de montagne qui s'appelait Castrie et qui s'était construit sur les vestiges antiques. La Grèce dont il a rêvé symbolise pour lui le courage, l'amour de la liberté, le respect de la beauté, l'éloquence. Le berceau historique et culturel d'une civilisation dont il se sent l'héritier. Byron, mais comme beaucoup d'autres voyageurs de son époque, doit faire le deuil d'une Grèce fantasmée
où marcheraient dans les rues les descendants directs de Socrate et de Périclès. En revanche, ce qu'il trouve, c'est des paysages. C'est notamment le massif du Parnasse, au pied duquel Delphes est construite, qui le touche profondément. En cela, Byron est un homme de son temps, un homme du premier romantisme, et paysages qui sont propices à l'imagination et à la création littéraire. Ô toi, à qui l'Hélénie donnait une origine céleste, oui, j'ai soupiré sur les autels de Delphes depuis longtemps déserts, où, excepté le faible murmure de ta source antique, tout est muet. La veille de Noël 1809, Byron fait son entrée à Athènes. Au loin, il aperçoit distinctement les ruines majestueuses de l'acropole. À ses pieds, Athènes, qui dénombre peu d'habitants, a des allures de village bucolique. L'acropole, ville haute en grec, désigne la citadelle construite sur la partie la plus élevée d'Athènes. Dans cette enceinte sacrée furent édifiés certains des plus illustres joyaux architecturaux de l'Antiquité, et notamment le Parthénon, le temple consacré à la déesse Athéna, qui a donné son nom à la ville. En découvrant les ruines de l'acropole, Byron était évidemment émerveillé, mais il exprime aussi une grande indignation et sa consternation par rapport au vol perpétré par Lord Elgin, qui est ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du sultan. Ce vol des frises du Parthénon, ainsi que d'une ou deux cariatides. Un acte commis au mépris du peuple grec, avec l'accord du gouvernement turc, car la Grèce est depuis 400 ans sous domination de l'Empire ottoman. Byron exprime donc son indignation en utilisant des mots assez durs pour son compatriote, qui ose dépouiller la Grèce et le peuple grec qui sont déjà à genoux de leur patrimoine culturel. Belle Grèce, triste relique d'une grandeur disparue, immortelle bien que tu ne sois plus. Qui te délivrera d'un esclavage auquel tu n'es que trop habitué? Oh, qui retrouvera cet esprit héroïque? Qui te réveillera dans ta tombe? Il appelle aussi dans certains vers à un réveil de la Grèce, un réveil du peuple grec, en y mettant un ton un peu désespéré, mais quand enfin est-ce que ce peuple va se réveiller et reprendre son parcours historique? Byron quitte Athènes et embarque au Cap Sounion pour continuer son périple vers d'autres horizons. Mais ce voyage l'a transformé, il l'a révélé à lui-même. S'il vit 13 ans, loin des rivages de Grèce, il a à l'esprit le désir d'y retourner. Entre-temps, les Grecs ont entrepris de se libérer des Ottomans. Après avoir investi une part de sa fortune pour affréter un navire, Byron décide de se joindre à la guerre d'indépendance grecque. Au début du XIXe siècle, Missolonghi est une petite ville pauvre et insalubre, entourée de marais, située à la pointe de la Grèce occidentale, dans une province délaissée de l'Empire ottoman. C'est en ce lieu qu'un gouvernement temporaire grec décide de se rassembler. Byron y accoste. Servir à vos côtés la cause de la Grèce sera pour moi l'un des plus heureux événements de ma vie. Il faut dire que l'environnement à l'époque était assez différent. Tout d'abord, nous savons que Lord Byron est déjà très malade lorsqu'il parvient à Missolonghi.
Donc, il trouve un climat humide, un lieu infesté par la malaria et la fièvre typhoïde. Ce fut désastreux pour sa condition physique. Aujourd'hui, nous pouvons toujours distinguer les maisons de pêcheurs construites en bois. Mais à son époque, elles étaient faites en roseau. Le matin du 5 janvier 1824, Byron entre triomphalement dans Missolonghi. Il est l'un des premiers artistes européens à concrétiser par son engagement cette idée émancipatrice de libération. Quand Lord Byron est arrivé à Missolonghi, tous les habitants de la ville, mais aussi les soldats, les capitaines, les généraux, étaient joyeux. Ils l'acclamaient et criaient son nom, voulaient l'inviter chez eux. Les enfants jetaient des fleurs à ses pieds, tandis qu'il marchait jusqu'au centre de la ville. Le glaive, la bannière et le champ de bataille, la gloire et la Grèce m'environnent. Lorsqu'il n'écrit pas ses missives ou qu'il ne règle des différends entre les dignitaires grecs, Lord Byron a coutume de se rendre dans une petite église aux environs de Missolonghi. C'est l'endroit où Lord Byron avait coutume de venir chasser et se reposer. Il avait pour habitude de chevaucher jusqu'ici. C'est aussi, malheureusement, le dernier lieu qu'il visita avant de tomber gravement malade et d'être contraint de s'aliter. Byron, qui entre à peine dans sa 37e année, meurt 3 mois plus tard, le jour de Pâques. D'Athènes à Londres, dans toutes les capitales d'Europe, la nouvelle se propage aussitôt. Byron est mort. La mort de Lord Byron fut un grand choc. Les Grecs en furent spécialement tristes. La majorité des historiens pensent que si Lord Byron avait survécu, il serait devenu le premier roi de Grèce. C'est ce que les Grecs eux-mêmes voulaient, qu'il soit leur premier roi. 6 ans plus tard, en 1830, l'indépendance de la Grèce est entérinée. Avant de mourir, Byron aurait dit « J'ai donné à la Grèce mon temps, ma fortune, ma santé. Maintenant, je lui donne ma vie. »